Guantanamo. Ce 22 avril est célébrée la journée mondiale de la Terre avec une coïncidence heureuse, la signature de l'accord sur le climat COP21, des engagements pris par les États pour protéger la planète en maîtrisant le climat. Ce soir, la rubrique métier fait la part belle aux spécialistes des plantes médicinales appelés herboristes. Toutefois, la plupart de ceux qui l'exercent n'ont reçu aucune formation, ce qui fait qu'ils ne maîtrisent pas le dosage des remèdes qu'ils proposent. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la République a pris part au panel de haut niveau sur l'eau, la paix et la sécurité à New York. Donc c'est une initiative du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a réuni 13 chefs d'État et des autorités éminentes pour réfléchir sur l'accès aux liquides précieux. L'OMVS est un exemple réussi de coopération pour le président Macky Sall, qui a par ailleurs préconisé la mise en place d'un fonds bleu pour le financement des besoins en eau, envoyé spécial à New York, Aboubakry Kane. Au siège des Nations Unies, sur l'initiative du secrétaire général Ban Ki-moon et du président de la Banque mondiale Jim Kim, le président Macky Sall a pris part au panel de haut niveau sur l'eau. Une réunion autour de personnalités éminentes pour une réflexion sur la question de l'eau et l'atteinte des ODD fixés dans ce domaine. Ils ont choisi 13 chefs d'État et de gouvernement à travers le monde pour pouvoir apporter une réflexion nouvelle et un plaidoyer sur la question de l'eau en termes d'accès pour toutes les populations du monde, mais aussi pour voir quelle politique nouvelle nous pouvons mettre en œuvre au plan global afin que l'objectif de développement durable, l'ODD 6, mettre à disposition de l'eau potable en termes de qualité et de quantité, puisse être atteint. Une initiative nouvelle donc avec des décideurs, et le Sénégal a montré l'intérêt de développer ce plaidoyer au niveau mondial. Notre pays a une expérience à faire valoir dans ce domaine, même si aucun pays ne peut être à l'abri d'une pénurie en eau. Nous avons développé des stratégies nationales d'accès à l'eau potable à travers différentes politiques, PSE, PLT, aujourd'hui PEPAM, mais aussi PUDC, où nous avons des stratégies nationales d'accès à l'eau potable, à l'assainissement. Nous avons en milieu urbain développé une politique de partenariat public-privé à travers l'affermage entre la SD et la SONES. Et tout cela doit être consolidé. Et nous voyons bien que nous restons vulnérables. Rappelez-vous la grave crise d'eau en 2013 à Dakar. Nous avons aujourd'hui lancé des stratégies de dessalement de l'eau de mer, mais aussi de développement de forages multipuits. Il faut analyser la situation dans l'angle global et le président Macky Sall préconise la mobilisation des ressources pour le financement des besoins dans ce domaine, tout en privilégiant la coopération. L'exemple de l'OMVS est à partager. Nous avons préconisé la mise en place d'un fonds mondial de l'eau, un fonds bleu, on pourrait l'appeler, et il faut aussi que, autant en milieu urbain, la prise en charge peut être assurée par les consommateurs, autant en milieu rural, il faut continuer à supporter le financement des forages pour l'accès à l'eau potable des populations. Donc l'OMVS est l'exemple réussi véritablement où 4 États ont mis en place les ressources communes, le fleuve Sénégal, ont mis en commun des financements pour avoir des ouvrages communs, barrages hydroélectriques, barrages agricoles, mais également navigation, et tout ce qui peut finalement transformer le fleuve en outil de coopération et de solidarité. Et cet exemple, nous voulons le partager de par le monde, puisque ailleurs, les fleuves sont plutôt des sources de tension. C'est ce qu'il faut éviter, ce qu'avec le secrétaire général et les autres chefs d'État, nous avons voulu monter et faire partager avec le maximum de pays. Ce panel de haut niveau est donc bienvenu pour un plaidoyer et une réflexion partagée pour que l'eau reste toujours source de vie et que son accès soit plus équitable pour notamment les populations vulnérables. Et puis Dakar et Washington entendent renforcer leur coopération économique. La secrétaire d'État américaine adjointe chargée des affaires économiques l'a réaffirmé hier au cours d'une audience avec le président Macky Sall. La voici à sa sortie d'audience au micro de nos envoyés spéciaux.
We had a really nice conversation about our many shared priorities. Ici, nous avons eu un bel entretien avec le président. Nous avons parlé de différents sujets, notamment le deuxième compact du Sénégal pour le MCC et puis également les objectifs du développement durable, raison pour laquelle moi je suis là, mais je peux retenir que nous avons un formidable partenaire en la personne du président Macky Sall. Donc nous avons parlé de toutes ces questions, de bien d'autres sur lesquelles les États-Unis et le Sénégal sont ensemble engagés pour leur coopération. To talk about some of that work and nous avons plusieurs sujets de coopération, la sécurité par exemple, le développement durable, l'énergie. Donc il y a tant de choses à faire entre les États-Unis et le Sénégal. Nous allons continuer de travailler ensemble sur tous ces domaines-là. And those are areas that we know we'll continue working on going forward. Aux États-Unis, toujours, le président Barack Obama a adressé ses félicitations au président Macky Sall. C'est suite à la décision du Sénégal d'accueillir 2 ex-détenus de la prison de Guantanamo. Barack Obama salue également l'engagement du président Macky Sall dans la consolidation de la démocratie en Afrique de l'Ouest. La lettre du président Obama lue par Aboubakry Kane. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour votre contribution aux efforts que je mène en vue de la fermeture de Guantanamo en acceptant d'accueillir 2 ex-détenus dans votre pays au début de ce mois. Votre généreux soutien reflète la vieille et solide amitié qui existe entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique et démontre notre engagement à poursuivre la lutte contre le terrorisme dans le respect de l'état de droit et des valeurs que nous partageons. Je voudrais également vous remercier pour votre leadership en tant que président en exercice de la CEDEAO. À travers l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, les peuples votent pour la démocratie et la reddition des comptes et la CEDEAO a joué un rôle important en appuyant l'organisation d'élections paisibles et crédibles. Dans le même temps, l'Afrique de l'Ouest fait face à une menace terroriste persistante et évolutive. Les attaques récentes de cibles proches ou éloignées de vos capitales urbaines en constituent une preuve. Aujourd'hui, le moment est venu pour un leadership fort basé sur des principes pour consolider les avancées démocratiques et pour mobiliser les pays de la sous-région afin de relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Je suis optimiste quant au progrès soutenu en train d'être réalisé en Afrique de l'Ouest et je vous suis reconnaissant pour votre amitié indéfectible ainsi que votre leadership dans la région. Dans l'attente d'élargir notre partenariat sur des priorités internationales, y compris dans le cadre du mandat du Sénégal au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, je vous prie d'agréer l'expression de mes meilleurs sentiments. Signé Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Levée du corps de l'ambassadeur du Sénégal à Berlin, c'était ce matin à l'hôpital principal en présence du Premier ministre. Abdoulaziz Ndiaye est décédé lundi dernier des suites d'une maladie. Ses camarades de promotion de l'ENAM, ses collègues diplomates lui ont rendu un dernier hommage. Maman Moussagnan. De Dakar à Berlin, en passant par Genève, Brasilia et beaucoup d'autres capitales du monde, Abdoulaziz Ndiaye s'est illustré à travers un comportement exemplaire. Ces évocations de diplomates économiques, j'ai pu vérifier de mes propres mains. Sa disponibilité, sa jovialité, mais également son professionnalisme. Je prie Dieu Tout-Puissant qu'il accueille Aziz dans son paradis éternel. C'est quelqu'un qui avait compris la diplomatie économique, qui avait allié également diplomatie et surtout courtoisie, générosité avec un sourire jovial. Il pense le Sénégal, il pense l'Afrique. Ce qui est remarquable, c'est ses qualités, c'est d'abord ses qualités humaines. Aziz était tout le temps souriant. Aziz était un faiseur de paix. Je crois que Dieu l'avait créé pour être un diplomate. Le Sénégal, notre pays, perd assurément un diplomate talentueux, un juriste achevé et un spécialiste hors pair des droits de l'homme. Diplomate émérite, l'ancien enfant de troupe des années 70 était un homme modèle. Ses camarades de promotion lui ont rendu un hommage historique. Savoir pour mieux servir, Aziz l'a incarné partout à travers le monde. Il l'a manifesté, il l'a véhiculé, il l'a marchandé et il l'a offert. Dieu disponible, intègre, l'homme avait toujours le sourire aux lèvres. Ses promotionnaires de l'ENAM se souviendront encore longtemps de lui.
Dans sa carrière diplomatique, il a été un fonctionnaire exemplaire. Quelqu'un de fidèle en amitié, Aziz. Monsieur le Président Macky Sall, promotion bi nga xam ne bii ñoo jàngoon ak El Hadj Abdou Aziz Ndiaye à l'ENAM ñoo ngi koy sant. Homme de valeur, diplomate émérite, Aziz, comme on l'appelait affectueusement, a été élevé au nom du chef de l'État et de la nation au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion, une distinction méritée. Ambassadeur El Hadj Abdou Aziz Ndiaye, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du Lion. Un homme humble, pieux, un homme compétent et un homme de commerce facile. C'est ce Aziz aujourd'hui dont nous voudrions saluer la mémoire d'un ami. Abdoul Aziz repose en paix désormais au cimetière musulman de Pikine. Il laisse derrière lui des jeunes enfants et une veuve attristée. Et à son âme. Et puis cette note beaucoup plus gaie, le Premier ministre a procédé hier au lancement de la chaîne Tingus, un nouveau concept de restauration rapide avec des prix à la portée de toutes les bourses. Ce projet de resto de proximité est évalué à plus de 2 milliards de francs CFA. Le Premier ministre promet d'accompagner les promoteurs dans cette nouvelle aventure. François Sec. C'est un nouvel espace de consommation urbaine qui s'installe à Dakar. Son seul credo, payer moins et manger mieux. Tingus est un modèle qui s'inspire d'une activité historique au Sénégal. Tingus vient du mot Tangana. Tangana veut dire point chaud, quand c'est traduit littéralement. Donc on a dit Tingus pour un peu rendre ça plus attractif aux jeunes Sénégalais. La PIX, le fonds GIP, le fonds souverain, vraiment c'est une réalité pour tous les jeunes promoteurs sénégalais qui veulent faire quelque chose dans ce pays. Les outils sont là. Tous les Sénégalais ou presque connaissent le Tangana. Désormais, l'offre est élargie avec l'ouverture de 35 points chauds dans un premier temps. Une alimentation simple et de qualité intégrant les céréales locales est proposée aux consommateurs. Je me félicite de l'inspiration et de l'audace que vous avez d'innover en présentant une autre façon de faire de la restauration rapide, beaucoup plus moderne, à des prix raisonnables et accessibles, dans des espaces aménagés avec toutes les commodités, accès à l'Internet, des jardins, espaces de loisirs, de rencontres et d'échanges. L'agroalimentaire est un secteur porteur mais exigeant. Les promoteurs ont décidé de mettre l'accent sur la propreté. De la fourche à la fourchette, les normes d'hygiène seront respectées. Je vous invite à lisser au plus haut niveau la qualité de vos prestations en maîtrisant surtout la traçabilité des produits, en respectant les normes d'hygiène et les exigences des Sénégalais. J'ai écouté tout à l'heure la pizza qui est d'excellente qualité. 2,5 milliards ont été nécessaires pour financer cette première phase. Elle va générer plusieurs emplois. 250 jeunes Sénégalais fois 2, 500 seront employés dans cette première phase. C'est l'investissement qui fait la croissance et c'est l'emploi qui fait la cohésion sociale des nations. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sous le magistère de Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, encourage vivement ces types d'initiatives privées. Le gouvernement vous accompagnera aussi dans votre projet d'extension au niveau des autres régions et départements à l'intérieur du Sénégal. Car cette initiative est heureuse et elle apporte de la valeur ajoutée à l'agriculture par la transformation de notre production. Cette expérience va se poursuivre à Pikine et Guédiawaye. À terme, Tingus sera présent sur l'étendue du territoire national.
La légalisation et la décriminalisation de l'usage de la drogue risquent d'anéantir les efforts des États dans le cadre de la riposte contre la drogue et les crimes connexes. C'est l'avis du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, participait à la 30e session extraordinaire des Nations Unies à New York. La conférence mondiale sur la drogue passait en revue les politiques de lutte contre la drogue pour une nouvelle feuille de route pour la prochaine décennie. Mankeur Ndiaye au micro de la télévision de l'ONU. En effet, dans toutes les régions du monde, d'importants dommages sociaux découlent du trafic et de l'usage de la drogue, parmi lesquels la violence, l'exclusion, le délitement du tissu social et la violation des droits humains. Il nous semble dès lors primordial que l'individu et la société soient placés au cœur des politiques de lutte contre la drogue, lesquelles doivent en outre reposer sur le principe de la responsabilité commune et partagée, conformément aux 3 conventions et autres instruments juridiques internationaux pertinents à la matière, y compris dans le domaine des droits de l'homme, en tirant bien entendu avantage des mandats existants et des leçons apprises au fil des années. Situé à la croisée du Sahel et de l'Atlantique, le Sénégal a érigé au rang de priorité nationale la lutte contre le trafic de drogue et les crimes connexes. Cet engagement a été traduit de façon concrète par le renforcement de ses moyens institutionnels, même si les incarcérations n'ont pas donné les résultats escomptés. Ma délégation est d'avis que la légalisation et la décriminalisation de l'usage des drogues n'est pas la meilleure option, car elle pourrait remettre en cause les efforts considérables fournis par beaucoup de pays, notamment africains, dans la lutte contre la production illicite, le trafic et l'abus de drogue. L'adoption de nouvelles mesures, approche basée sur la souplesse et la proportionnalité des peines retenues contre les usagers personnels, combinée au durcissement de la loi face à l'incitation à la consommation et au trafic, doit être sérieusement envisagée au cas par cas et selon les pays. L'assistance des pays dans le renforcement de leurs capacités est plus que nécessaire, sans oublier la réforme des secteurs de la sécurité et de la justice pour répondre favorablement aux défis que pose le problème de la drogue. Investissement et développement des téléservices, bientôt une nouvelle feuille de route pour le ministère qui s'en charge. C'est ce qui ressort de l'atelier national de validation technique de la lettre de politique sectorielle de développement tenu ce matin. C'est un compte-rendu de Ibrahim Donga. Pas question de gérer dans le cadre d'un pilotage à vue, il faut un instrument de référence, un cadre d'orientation stratégique. C'est d'ailleurs ce qui explique cette rencontre, un atelier national de validation technique de la lettre de politique sectorielle de développement. Avant, on donnait des moyens aux différentes structures pour qu'elles veuillent travailler. Aujourd'hui, il faut dire ce qu'on va faire, le partager avec les différents acteurs et seulement définir les moyens par lesquels on va y arriver en termes d'organisation institutionnelle. Les services compétents du ministère de l'économie, des finances et du plan s'investissent toujours dans le cadre de leurs missions respectives à apporter l'appui technique requis pour doter tous les départements ministériels de l'aide de politique sectorielle. Une gestion axée sur les résultats, c'est ce qui va guider le fonctionnement du ministère de la promotion des investissements pour la période 2016-2020. Nous sommes dans l'obligation de toujours faire mieux. En tout état de cause, nous sommes dans la même logique que son Excellence a imprimée et qui permettra effectivement de faire de la performance dans nos administrations. Cette rencontre a enregistré la présence du secteur privé, des organismes internationaux, des autres ministères entre autres. Objectif, promouvoir davantage une synergie interministérielle pour relever le défi de la performance. Troisième revue sectorielle du programme d'amélioration de la qualité et de la transparence dans l'éducation et la formation. Il s'agissait de dégager des stratégies pour articuler l'ensemble des réformes portant sur le développement des 2 secteurs. Le compte-rendu de Oumar Baldé. Une école de qualité pour tous, c'est l'ambition des autorités académiques. L'atteinte d'un tel objectif dépend de l'accès et de l'efficacité du système éducatif. Cela passe par une gestion participative et inclusive axée sur les résultats. Des résultats importants sont presque déjà acquis. Au niveau de notre pays, nous sommes à 24% du budget total, investissement, fonctionnement compris, consacré au secteur de l'éducation et de la formation. Et plus important comme indicateur, nous sommes à plus de 6% du produit intérieur brut du PIB qui est consacré au secteur de l'éducation. Cette allocation budgétaire traduit
la volonté et l'ambition que le chef de l'État a de faire un bond à notre système éducatif, de l'enseignement supérieur au préscolaire. La revue sectorielle, une opportunité pour le gouvernement de rendre compte des ressources mises à sa disposition. Grâce au programme d'amélioration de la qualité, de l'équité, de la transparence, de l'éducation et de la formation, des innovations sont notées. L'adoption également des normes et standards de qualité au niveau du renforcement des capacités des points focaux pour la mise en place du dispositif de management de qualité. L'harmonisation et la délivrance des diplômes de la FPT et des titres de qualification pour la mise en place d'un dispositif national de certification. Ces réalisations montrent que des efforts sont en train d'être déployés pour aligner notre système éducatif sur les standards internationaux. Au niveau de l'éducation nationale, 200 écoles élémentaires complètes sont en train d'être construites, des blocs scientifiques et technologiques. Plus de 5000 salles de classe ont été construites, faisant passer le taux d'abri provisoire de 18% en 2011 à 11% maintenant. Et il y a des investissements aussi dans le domaine de la qualité, dans le domaine de la gouvernance du système. Les partenaires techniques et financiers que nous sommes devraient aussi pouvoir démontrer la contribution de leur appui dans l'atteinte des résultats enregistrés et surtout partager les stratégies déployées pour rendre l'aide plus efficace. La stabilité et la pacification du système scolaire et universitaire constituent un gaz pour l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation. Le ministre a saisi l'occasion de cette revue pour appeler les partenaires sociaux à travailler pour mettre un terme aux perturbations scolaires. Dans le domaine de l'éducation, toujours, le taux de décaissement des fonds et le niveau d'exécution des activités du programme d'amélioration de la qualité et de l'équité dans le secteur sont jugés faibles. C'est ce qui ressort du rapport d'audit et de suivi et supervision. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé ce vendredi donc un atelier sur la gestion financière et budgétaire du programme. C'est un compte-rendu de Pape Koulingom. C'est en 2014 que le ministre de l'Éducation nationale a lancé le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité dans l'éducation de base à Kaffrine. 2 ans après, une mission d'audit et de supervision s'est rendue sur le terrain pour évaluer le niveau d'exécution des activités programmées. Constat, beaucoup de retard et de manquements décelés. Au niveau des paiements, il y a eu des dysfonctionnements à corriger. Au niveau de la gestion des comptes bancaires et de le suivi, il y a eu des recommandations qui ont été faites pour pouvoir corriger les dysfonctionnements. Donc il y a au niveau de la gestion financière beaucoup de domaines qui ont été évoqués, notamment le suivi budgétaire, la tenue de la comptabilité, etc. Donc à ce niveau, beaucoup de choses ont été constatées. Pour apporter des correctifs à ce dysfonctionnement et accélérer les procédures, quelques recommandations ont été proposées. Procéder à un suivi régulier des contrats de performance. Si vous ne faites pas de suivi, vous ne vous rendez pas compte des problèmes. Alors si vous faites un bon suivi, vous vous rendez compte des problèmes et vous amenez des mesures correctrices. Les mois à venir, nous allons faire un suivi, continuer à les accompagner de manière à ce que la gestion financière soit améliorée. Le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité dans l'éducation de base est cofinancé par la Banque mondiale et la coopération canadienne à hauteur de 109 milliards. Il vise à améliorer la gestion déconcentrée de l'éducation à travers les constructions scolaires et les contrats de performance. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présidé hier la cérémonie officielle marquant les 25 ans de l'UGB, un fort moment de communion marqué par des rappels historiques sur l'évolution de l'institution. Il s'agit aussi de réfléchir sur comment maintenir le cap de l'excellence dans un contexte de forte affluence d'étudiants. Lamine Touré. 1990-2016, 25 ans de vie au service du développement, l'université Gaston Berger de Saint-Louis reste encore sur la voie indiquée par ses pionniers. Ils sont tous là à des exceptions près, anciens recteurs, anciens professeurs, anciens étudiants, personnel administratif, pour témoigner des débats d'orientation de l'institution, mais aussi rappeler à la jeunesse de ce temple du savoir le sacrifice consenti pour faire de l'UGB ce qu'elle est aujourd'hui, une référence africaine avec 20 000 diplômés prisés sur le marché de l'emploi. Dont la plupart occupent d'importantes responsabilités, aussi bien dans le privé que dans les hautes sphères de l'État, avec un taux de satisfaction des employeurs plus qu'encourageant. Cela a été rendu possible par la diversification des offres de formation
et leur orientation vers des filières avec des contenus porteurs, filières telles que les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, les sciences juridiques et politiques, les sciences économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines, les sciences agronomiques, d'aquaculture et technologie alimentaire, les sciences de la santé, les sciences de l'éducation, de la formation et des sports, la communication, l'infographie, les arts, la culture, etc. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret pour le développement, c'est le travail qui compte. Des performances à maintenir dans un contexte où l'institution est passée de 6 000 étudiants en 1990 à 14 000 en 2016. Depuis 2014, l'Université Gaston Berger a été labellisée par la Banque mondiale Centre d'excellence africain en mathématiques et technologies de l'information et de la communication. On peut certainement le faire mieux. Au fond et en définitive, nous devons nous poser ces 3 questions qu'on se pose à chaque anniversaire charnière. Qu'est-ce que l'université a pu réaliser? Qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire? Quels sont ses projets et sa vision? Cette manifestation marquant les 25 ans de l'UGB a été une opportunité saisie par les autorités pour revenir sur les efforts consentis par l'État pour promouvoir l'enseignement supérieur. L'amélioration des conditions de vie des étudiants a été aussi abordée. Des solutions sont en cours d'examen. Plusieurs cadeaux ont été offerts aux autorités présentes à la cérémonie officielle des 25 ans de l'UGB, suivie de la fête de l'excellence. Plusieurs rencontres d'intérêt pédagogique sont ainsi organisées jusqu'au 24 avril 2016. Les activités dans l'enseignement supérieur, toujours lancement de la 4e phase du programme en étudiant en ordinateur à Ziguinchor. Plus de 20 000 étudiants sont ciblés depuis sa mise en œuvre par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en partenariat avec la Banque mondiale. Plus de 26 000 étudiants ont bénéficié de ce programme, nous dit Salou Sek. Ils étaient une dizaine d'étudiants à recevoir leur ordinateur lors de cette cérémonie solennelle de lancement de la 4e phase du programme Un étudiant, un ordinateur, initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en partenariat avec la Banque mondiale. Ce projet a pour objectif d'aider les étudiants à disposer d'ordinateurs. C'est un programme pour lequel le gouvernement accorde une importance capitale. Dans le cadre des contrats de performance liant le ministère de l'Enseignement supérieur et les universités, il y a un investissement important qui est consenti à l'amélioration de l'environnement d'apprentissage, notamment par les technologies, l'éducation et la formation. L'interconnexion des universités, le Wi-Fi sur l'ensemble des campus, l'abonnement à des données numériques, de cours en ligne. Et donc cet investissement doit être rentabilisé par la possibilité de permettre à chaque étudiant d'avoir un ordinateur. Depuis son lancement, plus de 26 000 étudiants ont bénéficié de ce programme au plan national. Et pour cette 4e phase, plus de 20 000 sont ciblés. En 2014, le gouvernement du Sénégal a subventionné pour 1 milliard l'ensemble des étudiants du Sénégal. En 2015, 1 milliard et en 2016, 1 milliard 500 millions. Parce que simplement, entre-temps, il y a l'université virtuelle du Sénégal avec également les étudiants qui tous ont bénéficié de l'ordinateur. L'ambition, c'est que cette année, que nous puissions donner à 20 000 étudiants sénégalais des ordinateurs. Nous avons lancé et nous continuons à lancer un appel à l'ensemble des étudiants pour s'acquérir, donc pour vraiment être dans ce programme un étudiant en ordinateur et acquérir vraiment leur ordinateur qui est un outil de travail pour l'étudiant de leur époque. Aujourd'hui, l'étudiant a besoin d'un outil de travail fondamental qui est l'ordinateur pour pouvoir accéder à la connaissance. Pour faciliter l'accès à ces machines, des dispositifs de réduction des tarifs sont pris par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'État du Sénégal, en plus de la subvention accordée à chaque étudiant qui souhaite avoir un ordinateur, a exonéré ces ordinateurs de taxes. Et donc ce qui fait que l'ordinateur a un abaissement de son coût d'environ 45%. La deuxième chose, c'est de faciliter le parcours. Une application de gestion a été mise en ligne, ce qui permet aux étudiants de s'inscrire en ligne, de pouvoir maintenant payer en ligne et de pouvoir donc attendre très facilement la distribution de l'ordinateur.
Au cours de cette rencontre, les responsables du programme ont échangé avec les étudiants sur les conditions d'acquisition des machines, des questions-réponses qui ont permis de lever certaines équivoques. Volontariat, 104 jeunes garçons et filles se sont engagés à servir le Sénégal pendant 2 ans. Ces volontaires du service civique national ont prêté serment après une formation de 3 semaines à Thiès. Cette 4e promotion des volontaires d'appui à l'animation socio-éducative vient de tout le Sénégal. La prestation de serment a eu lieu dans la cité du Rail en présence d'autorités civiles et militaires. Oumar Diaw. 104 jeunes au total, dont 45 filles, sont issus des 45 départements du Sénégal et constituent la 4e promotion des volontaires d'appui à l'animation socio-éducative. Un groupe de jeunes Sénégalais qui sont prêts à donner généreusement 2 années de leur vie au service de la patrie. Cet avis du colonel, soldat de métier, toujours prêt à aller au sacrifice suprême, est confirmé avec hardiesse par un volontaire. On est prêt à mourir pour le Sénégal, volontairement, bénévolement. Durant la formation, ils nous ont inculqué les valeurs civiques et citoyennes. Le ministère de la Jeunesse mise beaucoup sur le volontariat qui permet aux jeunes d'apporter leur pierre au développement national. Plus spécifiquement, c'est quoi un volontaire? Un volontaire est celui qui donne une partie de soi-même, de sa vie, pendant 2 ans au service de la nation, sans attendre en retour une contrepartie quelconque. Cette définition les rapproche des militaires qui les ont encadrés. On nous a inculqué en miniature une formation militaire pour mieux affronter la société. Mieux affronter la vie, être préparé à l'adversité qui ne manquera pas au cours de l'existence. Des soldats du développement entièrement engagés pour la cause de la nation, animés d'un esprit de dépassement, de responsabilité et de respect des valeurs républicaines. Ils ont prêté serment, celui de servir volontairement leur pays pendant 2 ans, chacun dans son terroir d'origine. Ils seront beaucoup plus à l'aise de servir dans leur localité dont ils sont issus, plutôt que de les amener dans un paysage qu'ils n'ont pas encore découvert. En 3 semaines, ils ont subi une formation théorique soutenue en régime d'internat au SNEPS de Thiès. En quelques jours, la barrière des origines a sauté. Grâce au service civique national, ça m'a permis de faire le contact avec le Sénégal en miniature. Il y a tout le Sénégal ici. Goudomp, Ziguinchor, Saint-Louis. Des attestations de participation ont été remises à ces jeunes décidés à contribuer par le volontariat au développement de leur communauté et plus largement à celui du Sénégal. Ils ont pleinement conscience de leur devoir civique dans la construction citoyenne et économique de ce pays, le leur, le nôtre. Je le disais en titre, ce 22 avril est célébrée la Journée mondiale de la Terre. Elle coïncide cette année avec la signature de l'accord de Paris, des engagements pris par les États à l'occasion de la COP 21 pour maintenir la température de la Terre à 2 degrés au maximum. Protéger la Terre, c'est l'objectif et le thème choisi cette année. Des arbres pour la Terre illustre bien cette thématique des Aïdadia compte rendu. Que n'a-t-on pas dit cette année sur le retard du froid à Dakar? La chaleur excessive, une saison des pluies tardives, ces villes côtières menacées de disparition par l'avancée de la mer, la Terre a raison de s'inquiéter. Les gaz à effet de serre sont à l'origine de toutes ces modifications du climat. À Paris, à l'occasion de la COP 21, pour une première, tous les États, notamment les grands pollueurs, ont pris des engagements pour sauver la Terre. Réduire la température de 3,7 à 2 degrés Celsius maximum d'ici 2050, voilà l'objectif. La Chine aujourd'hui a accepté de réduire ses trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Je vous rappelle qu'on négociait à Paris les responsabilités communes mais différenciées. Donc les pays qui ont plus de responsabilités prennent plus d'engagement et plus de responsabilités par rapport au financement. Par exemple, le Sénégal peut dire que moi je vais atteindre certains objectifs de réduction des émissions sur certaines industries où je vais baisser les émissions. Mais si on me donne plus, je vais, à la place de prendre des industries qui vont utiliser le charbon, utiliser des industries renouvelables, avec des énergies renouvelables, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'un pays aussi a des objectifs de développement
qu'il ne va pas compromettre seulement sur le besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Cet accord de Paris est signé aujourd'hui par 170 États présents à l'Assemblée générale de l'ONU en cette journée mondiale de la Terre. Célébrée tous les 22 avril depuis 1970, cette journée commémore la naissance du premier mouvement environnementaliste aux États-Unis. Cette année, le thème retenu est des arbres pour la Terre. Les arbres, ce sont des puits, des réservoirs de séquestration de gaz à effet de serre. Avec la photosynthèse, donc ça transforme le CO2 en oxygène. Donc ces arbres-là, en plus de beaucoup d'autres effets qu'on peut décrire, vont contribuer certainement aux réductions de gaz à effet de serre. Comme vous le savez, la Grande Muraille Verte est en train de se dérouler son programme entre le Sénégal et Djibouti, et tous les pays sont engagés donc à cette réduction-là. Au niveau mondial, il est prévu de planter plus de 7 milliards d'arbres dans les 5 prochaines années. Des arbres pour nourrir la terre et pour entretenir la biodiversité. Place à la rubrique métier. Ce soir, elle nous parle des spécialistes des plantes médicinales. Dans notre pays, la majorité de ceux qui vendent les plantes n'ont aucune formation. La connaissance des plantes se transmet de père en fils. Des médicaments certes appréciés par le grand public, mais attention au dosage de ces plantes. Quelle est la nature du travail des herboristes? On fait le point avec Luis Bizarre. Dans les marchés et les officines, généralement, les herboristes surfent sur la tendance du retour à la nature. Le commerce des plantes médicinales, ils en font un métier. Le plus souvent, ce que nous vendons ici, c'est des plantes qui soignent la dermatose, ou bien les plantes qui soignent le diabète, l'ulcère, les maux d'estomac, les maux de dents, le palud, parce qu'il y a des hémorroïdes, des drocosities, infections. Les plantes médicinales pullulent dans différents marchés comme ici à Tilène, mais seulement la provenance de ces herbes et écorces est lointaine. Nous avons un Casamance, un Guinée-Bissau, un Guinée-Conakry, même au Mali pour chercher ces herbes, pour l'utilité de la population, parce qu'il y a des arbres qui sont très utiles. La connaissance de plantes médicinales nécessite un encadrement. Pour ces thérapeutes, le savoir se transmet de père en fils. On copiait nos parents, c'est-à-dire la majeure partie des importateurs de médicaments de la médecine traditionnelle ont trouvé leurs parents soignés. Dans cet imbroglio de plantes, ils prennent soin de marquer la posologie pour chaque patient et chaque cas. Avec le temps, comme on le dit, en forgeant, on devient forgeron. Avec le temps, on connaît tout ça. Ce vin mélangé au son, un arbre aussi qu'on appelle son, peut représenter un sirop pour augmenter du sang, pour ceux qui ont manque de sang. Nous avons beaucoup d'arbres qui vraiment sont utiles pour la population, pour la santé de la population. Ils sont passionnés par des herbes. À cet effet, ils entretiennent d'excellents rapports avec leurs patients. Ces thérapeutes pensent qu'ils sont très utiles au sein de nos sociétés. Je veux faire comprendre que ces plantes médicinales sont des origines pour la santé, surtout nous Africains. Parce que vous savez que la plante médicinale ne fait pas le calmant, mais elle guérit. Au marché Castor, les clients ne se privent pas. À 200 francs, ils sont très bien servis. Oui, je suis très satisfait. On doit encourager les gens qui vendent ça, quoi. Parce qu'actuellement, les médicaments de la pharmacie sont un peu chers. Et les gens trouvent leur compte dans les produits pharmaceutiques de la médecine traditionnelle. Comme le lait doux, hein. C'est bon pour augmenter, par exemple, le sang. Quand vous êtes anémie, c'est bon. Et si, quand vous êtes, c'est pour soigner aussi les vers, quoi. C'est un vermifuge, quoi. C'est le produit que j'ai acheté. Et j'ai de bons résultats avec ça. J'ai essayé les racines de Sendiagne. Elles sont très efficaces contre les vers. C'est pour me déparasiter surtout. Je vais à la pharmacie, mais en même temps, parfois je viens prendre chercher ces médicaments. Dès lors, les herboristes doivent connaître les compositions des plantes. Le dosage est très important. Bon, le plus souvent, si c'est des plantes, si c'est des racines, bon, parce qu'on les met dans des bouteilles et puis on y met de l'eau. Bon, on conseille aux clients de prendre un verre, un demi-verre, bon, le matin et le soir.
emballage moom ñun ñoo koy liggéey am na garab yoo xam ne seen dosage dafa fort am na yoo xam ne. Nous confectionnons les emballages. Certaines poudres sont plus fortes en teneur que d'autres. Ça dépend des plantes. Donc il faut vraiment faire très attention au dosage. kooku boo jëloon ndox bi nga xool ko boo xëyee naan ko soo desul ndànk hôpital ngay yeewoo ji. Il doit être vigilant. L'herboriste n'a pas droit à l'erreur parce que la vie de ses patients en dépend énormément. Bon, enfin, il faut savoir aussi mesurer la quantité qu'il faut prendre parce qu'il ne faut pas en abuser. Oui. Parce que souvent, c'est l'excès qui pose problème. Oui. Moi, je en prends de temps en temps, mais avec une dose vraiment très minime. Tout comme le pharmacien, il tient une officine où il vend ses plantes. La différence entre nous et les pharmaciens, bon, c'est qu'eux, ils vendent des produits transformés alors que nous vendons des produits bruts, quoi. Bon, c'est naturel. Toutefois, le commerce de plantes médicinales n'est pas sans difficulté. Nous avons beaucoup de difficultés pour les avoir. Aller en brousse, il faut avoir des papiers. Quand tu prends, il faut avoir des papiers pour faire rentrer ça ici. Donc, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Bon, et puis on a des moyens limités, quoi, surtout les moyens financiers. Là où nous exerçons aussi, parfois c'est exigu. Donc, vous voyez comme les médicaments sont entassés les uns les autres, quoi. Leur souhait, allier la médecine traditionnelle à celle moderne. Nous plaidons pour ça. Bon, évidemment, pour l'application, pour les deux, quoi. La pharmacopée africaine et puis, comme je dis, la médecine traditionnelle et puis moderne. Même s'ils n'ont pas suivi une formation pour exercer, ces herboristes semblent maîtriser les plantes. Plus de 40 ans déjà pour certains qu'ils conseillent leurs patients au quotidien avec des interventions pour traiter différents maux comme le rhume, la migraine, le mal de dents, entre autres exemples. Aujourd'hui, ils souhaitent être reconnus comme pionniers dans le milieu de l'herboristerie et de la santé naturelle. Voilà pour la rubrique métiers dans les officines des herboristes. Suite et fin de notre feuilleton sur le modèle américain en matière de gestion des déchets. Le pays de l'oncle Sam est une référence dans le domaine. La sensibilisation de la société civile, l'apport du privé dans la mise en valeur des déchets sont passés par là. Mais le système américain est loin d'afficher la perfection. C'est le cas entre autres dans la gestion des déchets plastiques, les déchets toxiques, mais aussi et surtout l'émission de gaz à effet de serre. Capsule signée Sedina Alundigo. Le système américain en matière de gestion des déchets s'est construit graduellement. Il est fait de prise de conscience collective, d'engagement de la société civile qui n'aura pas attendu le feu vert des politiques. It's really the will of the people that results in the best laws in the country. And that's true in our civil rights laws, our environmental laws, in almost every area where I consider the U.S. highly developed and other countries highly developed. A lot of it's driven by the people. Mais dans la succession des nuits et des jours, il s'agira tout sauf de s'endormir sur ses lauriers. Le pays fait face à d'autres défis, parmi lesquels la problématique des déchets plastiques, dont l'interdiction n'est effective qu'en Californie. We can't recycle our way from plastic bags out of it. We recycle only 5%, and we have in this state, I think, one of the most advanced recycling programs nationwide, even worldwide. But we can only recycle 5% of the plastic bags. So banning is a key? So banning is a mechanism, yes, because it's one of those things that we cannot control ourselves. Sans oublier les multiples pollutions par rapport auxquelles les États-Unis sont souvent pointés du doigt. Concernant les gaz à effet de serre par exemple, le pays est le deuxième plus grand émetteur du monde derrière la Chine. Sur la voie vers une révolution verte, le bel élan d'une grande composante de la société civile et celui d'une partie de l'establishment se heurtent à des lobbies qui jusqu'à présent considèrent comme périphériques les questions liées au changement climatique. In the U.S., what we have is some really wealthy individuals and corporations that are fighting us on those issues. You know, we now are in a position where we're engaged in a pretty big public fight over, you know, whether we need to continue to make our air cleaner, our water safer to drink, whether we're going to address climate change by cutting back on the electricity we get from coal and substituting clean, renewable energy instead. Des perspectives perceptibles dans une société américaine qui, en regardant dans le rétroviseur, comprendra qu'elle vient de loin, qu'elle a beaucoup évolué.
Mais ces pratiques quelque peu rangées aux oubliettes, certains faits qui leur sont contemporains sévissent toujours. Les images de 1969 d'un fleuve Cuyahoga en feu le disputent aujourd'hui à la marée noire en Louisiane du fait d'incidences liées à l'exploitation pétrolière en 2010. Et comment oublier l'ouragan incendie en pleine campagne d'élection présidentielle en 2012? Autant de faits qui font que politiques, organisations de la société civile, industriels ou simples anonymes se battront pour un avenir encore plus respectueux de l'environnement. Voilà, vous pourrez retrouver un documentaire qui revient largement sur ce modèle américain en matière de gestion des déchets ce soir après la série Ndari Baba. C'est bien sûr avec Sedina Alun Digo qui était partie réaliser ce documentaire au pays de l'oncle Sam. Et nous restons avec le président des États-Unis, bien sûr, pour parler de l'actualité internationale. Barack Obama est arrivé à Londres. Au programme, un déjeuner avec la reine et une série de réunions avec le Premier ministre David Cameron. Obama est en visite dans le pays pour convaincre les Britanniques de ne pas voter pour la sortie de leur pays de l'Union européenne lors du référendum dont les résultats pourraient affaiblir les pays occidentaux. Selon Washington, le récit de Luz Bitzar. Barack Obama vaut le secours de David Cameron. Arrivé hier soir à Londres, Obama est le soutien de poids dont avait besoin le Premier ministre britannique, englué dans sa difficile campagne contre le Brexit. Dans 2 mois, le Royaume-Uni doit se prononcer pour dire si oui ou non il souhaite rester dans l'Union européenne. Dans une tribune publiée hier dans le Daily Telegraph, la position de Barack Obama est sans ambiguïté. L'Union européenne ne diminue pas l'influence britannique, elle l'amplifie. Les États-Unis et le monde ont donc besoin que votre énorme influence se poursuive, y compris au sein de l'Europe. À rebours des protocoles diplomatiques, le président américain s'est mis dans un débat interne explosif, une initiative qui exaspère le camp eurosceptique en Grande-Bretagne. Les États-Unis n'accepteraient jamais la moindre atteinte à leur propre souveraineté. Alors il est quand même paradoxal qu'ils se permettent de donner des leçons à d'autres pays en les incitant à s'empêtrer davantage dans le fédéralisme. À 2 mois du référendum, les sondages se refaire outre-Manche. La dernière enquête révèle que seuls 51% des Britanniques voteront pour le maintien dans l'Union européenne. Et nous reparlons de l'accord signé aujourd'hui sur le climat. Après les intenses négociations qui ont abouti à un accord en décembre dernier à Paris, le monde s'est retrouvé à New York pour signer le dit accord sur le climat. Donc, un nombre important de signataires salués par le secrétaire général de l'ONU pour construire un monde meilleur. Le président Macky Sall a invité les pays à une responsabilité commune pour une transition vers des ressources moins polluantes. Envoyé spécial à Boubacar Kane. Plus de 160 pays, une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement dont le président Macky Sall présent ce vendredi au siège des Nations Unies pour signer l'accord de Paris. Un accord historique et réaliste qui traduit la volonté unanime de ses signataires de contenir le réchauffement entre 1,5 et 2 degrés. Un pas important dans la lutte contre les changements climatiques avec des efforts collectifs. Plus qu'une étape, la COP21 est un état d'esprit en faveur d'un engagement universel pour sauver la planète. De Paris à New York, tout a été dit sur le dérèglement climatique. Tous, nous en connaissons les causes. Tous, nous en vivons les conséquences. Et ironie du sort, la sévérité des conditions climatiques constatées depuis la COP21 sonne comme un rappel à l'ordre pour signifier la ligne rouge à ne pas franchir et l'urgence qui nous attend. Nous savons ce qu'il faut faire pour ne pas franchir la ligne rouge et pour répondre à l'urgence. Il nous faut maintenir la hausse de la température du globe sous la barre fatidique des 2 degrés Celsius. Selon les principes convenus de la responsabilité commune, mais différenciée. Ban Ki-moon a déclaré que l'ère de la consommation sans limite est terminée. Le secrétaire général des Nations Unies a par ailleurs appelé la communauté internationale à aider les pays en développement pour réussir la transition. La responsabilité commune commande que chaque pays contribue aux efforts de réduction des gaz à effet de serre qui affectent négativement la planète.
Une responsabilité qui implique aussi une transition vers des ressources moins polluantes. Le Sénégal estime à 21% sa contribution en matière de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 grâce à la promotion d'énergie propre. Je voudrais rappeler que la responsabilité commune ne va pas sans l'équité. Quand on demande à des pays en retard sur le processus de développement de renoncer aux sources d'énergie certes polluantes mais plus compétitives, l'équité commande de les accompagner par des mesures compensatrices conséquentes.